Donc forcément, ça va pas aider ceux qui comptaient venir, mais bon, écoutez, c'est une première. Alors on est très content de. Moi, je suis très très heureuse de cette première masterclass Être Roubaix. Alors ce projet, on l'a pensé avec Sophie. Voilà, Bramley. Et s'il a lieu aujourd'hui, c'est grâce à elle, parce que c'est de son idée, en fait, de dire... alors, c'est quoi ces masterclass? On m'a posé la question cette semaine et encore la semaine dernière. En fait, je pense que dans la vie, tout change grâce à des rencontres. Voilà. Et c'est le constat que j'ai fait, moi, dans mon parcours, et on en a parlé avec Sophie, et donc on s'est dit que ce serait intéressant, en fait, de pouvoir comme ça animer des rencontres, des moments de 1 heure, 2 heures, avec une série de personnes, voilà, du réseau de Sophie, pour pouvoir venir vous rencontrer. Donc ces gens-là vous donnent de leur temps, hein, ça c'est hyper précieux, surtout souvent c'est des personnalités qui ont des plannings assez chargés, et l'idée c'est de venir parler de son parcours pour comprendre à un moment donné qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, s'il y a eu des moments compliqués ou pas, et forcément se retrouver et se dire effectivement si cette personne elle a réussi, moi aussi à mon niveau je peux aussi réussir, et en tout cas ça peut me permettre de comprendre où est-ce que j'ai envie d'aller. Et comme disait Jacques Brel, le talent ça n'existe pas, le talent c'est avoir envie de faire des choses. Voilà, donc on est là pour ça. Merci Stéphanie. Juste une petite précision, l'idée est venue grâce à Henrietta. Je lui ai parlé du photographe Jean-Baptiste Mondino et de sa carrière qui était tout sauf scolaire. Et quand j'ai vu ses yeux s'allumer, je me suis dit, alors là, il y a une piste à creuser, il faut venir avec des gens qui ont des parcours en dehors des clous. Et du coup, notre première invitée, je devrais dire, est son Excellence, Madame Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France à l'UNESCO, mais on va faire simple et l'appeler Véronique. Et Véronique, toi, donc, tu es ambassadrice. Si je pense à un ambassadeur, dans les stéréotypes que je peux avoir dans la tête, c'est un vieux monsieur blanc qui mange un peu trop de repas d'affaires, il est un peu d'embonpoint, il a fait l'ENA, il est très sûr de lui et il est plutôt antipathique. Et tu es exactement le contraire. Et tu as 4 points en particulier qui font que tu as été hors norme dès le départ. Et peut-être qu'on va commencer par ta petite enfance, mais j'ai relevé une phrase que tu dis qui me fait beaucoup rire, parce qu'elle explique bien ta situation professionnelle aujourd'hui. Sur les photos de famille des ambassadeurs, il y a du blanc partout, et soudain, il y a une tache marron, c'est moi. Et voilà, et donc ça explique bien, tu es né au Vietnam pendant la guerre du Vietnam. Tes parents étaient en poste là-bas. Tu as ensuite déménagé en Éthiopie, où à nouveau la guerre arrive, l'empereur Haïlé Sélassié est chahuté et tu revis à l'âge adolescent, je crois, les traumas de la guerre. Et tu redéménages au Maroc, qui était tranquille jusqu'à ce que vous arriviez. Et puis finalement, il y a à nouveau des émeutes. Et tu arrives finalement à 17 ans en France avec un bagage culturel d'une richesse folle, parce que tu parles déjà plein de langues. Ouais. Non? Ça vient. Et à ce moment-là, un événement tragique fait que tu deviens chef de famille et que tu ne peux pas faire les études dont tu rêves, mais tu rêvais déjà de devenir ambassadrice, c'est ça? Je te laisse rectifier. Merci Sophie. Bonsoir à tous. Très heureuse d'être avec vous, de vous rencontrer, parce que Sophie m'a beaucoup parlé de vous, de Stéphanie, du projet Anti-Fashion. Donc vraiment ravie. Et Stéphanie, bravo pour tout ce que vous faites, et ravie de te rencontrer et de rencontrer toutes les personnes avec lesquelles tu travailles.
Alors Sophie, j'ai déjà commencé à baratiner, je me souviens plus de ce que tu me posais comme question. Qu'est-ce que... comment ça? Tu peux commencer par raconter ton enfance et c'est un chemin assez anodin quand même. Pourquoi ton père était prof dans des pays aussi particuliers? Alors, donc je suis d'origine indienne, donc la tache marron dans la diplomatie française à l'époque, parce que maintenant c'est en train de changer, j'y reviendrai. En tout cas dans la galaxie des 189 ambassadeurs et ambassadrices. Donc d'origine indienne, parce que il y a dans la France coloniale 5 villes en Inde, qui sont des villes françaises, alors que l'Inde était une colonie anglaise. Et donc, ma famille est d'une de ces colonies-là. Alors, l'histoire de ma famille, je la connais très peu, et c'est assez compliqué pour moi de la connaître pour 1000 raisons. J'aimerais bien que l'histoire décryptée m'arrive dans un petit bouquin. Et j'ai aucune envie de faire l'effort de la connaître. J'ai un petit peu essayé de connaître cette histoire, mais je me suis retrouvée face à des personnes très, très douloureuses et qui racontaient un peu beaucoup de conneries. J'étais obligée de faire beaucoup de tri et d'écouter trop de choses qui m'ennuyaient, donc j'ai abandonné. Mais ce qui fait que je suis un peu amnésique, et ça, c'est un peu emmerdant. Mais donc, famille d'origine indienne, et peut-être pour, en 2 ou 3 mots, dire l'histoire. Donc, colonie anglaise. Et au XVIIIe siècle, la France envoie des colons pour s'emparer de ces territoires, pour leur richesse. Et souvent, en tout cas, ce que j'ai entendu dire de génération en génération, c'est que les personnes... Ma famille, c'était une famille vraisemblablement assez lettrée de Pondichéry, qui jouait beaucoup de musique. La musique est un élément de culture et de vie très important en Inde. Et arrivent ces colons, et souvent, d'après ce que j'ai compris, les colons, et on peut comprendre maintenant, les colons qui veulent bien faire le voyage de France en Inde à l'époque, c'est un voyage, donc c'est pas la cour, ce sont pas les gens installés les plus confortablement. En réalité, ce sont des grosses fripouilles et c'est un euphémisme. Et donc, qui débarquent à Pondichéry, mandatés par le roi, et qui disent, notamment à ma famille, poussez-vous de là, maintenant c'est moi qui dirige, et vous allez nous servir, nous ceci, nous cela. Donc c'est vraiment, je vous résume de manière hyper schématique. Mais s'en suivent pas mal, en tout cas, ma famille devient une famille de colonisés, qui subit la pression de ces colons. Et voilà, et au fur et à mesure de l'évolution du système colonial français, on arrive après aux années de l'indépendance de l'Inde, et ma famille est devenue française, en réalité, à la fin du 19e, parce qu'il y a eu un schéma d'accession à la nationalité française, à condition qu'on renonce à ses origines et à sa nationalité indienne, en tout cas son appartenance à la nation colonisée, parce que c'est une nation colonisée indienne. Et au moment de l'indépendance, c'est ma famille, mais les gens de Pondichéry de manière générale, et au moment de l'indépendance, donc, ils ont à nouveau le choix, soit ils restent indiens, soit ils vont en France, ils doivent quitter l'Inde. L'Inde devient indépendante en 1947, et de 47 à 57, les comptoirs français en Inde ont 10 ans pour fermer, gérer les choses. Et donc, certains sont restés en Inde, très peu, et ma famille, en tout cas, est venue en France, ou est devenue des représentants de la France un petit peu à droite, à gauche. Et donc, ce que je raconte, c'est une histoire un peu de traumatisme, parce que la manière un peu violente dont cette colonisation s'est faite,
dont la culture locale a été balayée du revers de la main, etc., c'est resté. Et comme c'est beaucoup de familles, je comprends que ma famille est une famille de non-dits, mais je crois que beaucoup dans les milieux issus de la colonisation, il y a énormément de non-dits. On n'a pas voulu raconter ses persécutions, ses frustrations, etc. Et puis les exils successifs, parce qu'en 47, du coup, ils partent. Certains deviennent des administrateurs des colonies dans d'autres colonies françaises, d'autres viennent en France, et voilà, et ainsi de suite. Bref, on arrive ensuite au moment des études de mes parents. Ça, je raconte un petit peu ça parce que c'est une histoire à la fois triste et quand même un peu marrante, mais assez triste quand même. Donc mon père a son bac là-bas à Pondichéry. Il vient étudier à Toulouse. Il étudie à la fac de lettres de Toulouse. Et là, il tombe amoureux de la représentante du Parti communiste à l'université de Toulouse. Et finalement, elle le largue, donc il est hyper triste. Pendant ce temps-là, ma mère, elle, vit au Sénégal avec sa sœur aînée. Elle tombe amoureuse du coopérant local, donc un blanc. Et là, sa sœur dit, oulala, ça y est, elle va nous rapporter un blanc. Donc tous les deux avec des blancs. Et c'est pas possible. Donc la sœur dit, ma petite sœur, il faut la marier. Mon père dit, cette salope de blanche, elle m'a larguée, je vais marier avec une indienne. Au moins elle me fera du bon curry, elle me restera fidèle. Donc voilà, ils se marient. Et en fait, ils sont hyper malheureux l'un avec l'autre. Ça matche pas. Bon, mais ils sont restés toute leur vie comme ça. Et ils se marient. Mon père se rend compte qu'il n'aime pas du tout ma mère et qu'elle est gnangnan, je sais pas quoi. Et il est prof dans un collège en banlieue. Et puis il reprend des cours à la fac et il fait mai 68. Là, il tombe amoureux d'une autre prof. Bref, c'est que des histoires comme ça. Et ma mère dit, bon, j'en ai marre, on va retourner au moins dans un pays un peu colonial et ça va être comme avant. Et c'est là que mon père prend un poste en Éthiopie, au Vietnam, pardon. Et elle dit, je veux retourner au Vietnam parce qu'ils avaient vécu au Vietnam. C'est trop long, hein, je peux pas. Déjà, je suis très longue. Ils repartent au Vietnam et là, voilà, je nais au Vietnam en 1964, en pleine guerre. Bah, tu peux continuer. Ah bon, je continue, d'accord. Donc là, en pleine guerre, on reste 4 ans là-bas. Et puis, là, c'est le jeu des... Mon père était prof de lettres au lycée français de l'endroit où je suis née. Et c'est le jeu des affectations. Ma mère ne veut pas retourner en France. Lui, il veut retourner en France. Elle veut pas. Donc, il trouve un autre pays, c'est l'Éthiopie. Il est nommé prof au lycée français d'Addis Abeba. Il a ma petite sœur née en 1970. Mais c'est le moment aussi où... Alors là, on fait 360. Et qu'est-ce qu'est le monde à ce moment-là? C'est le monde de la guerre froide. C'est le monde des luttes d'influence entre le pôle soviétique et le pôle de l'Ouest, entre l'Est et l'Ouest. Et en tout cas, l'Éthiopie, avec l'empereur Haïlé Sélassié, est un pays qui a acquis son indépendance vis-à-vis de la colonisation italienne, voilà, par la victoire qui s'appelle la victoire d'Adoua. C'est quelque chose qui est extrêmement important dans l'ADN et le fonctionnement des Éthiopiens à l'époque, mais aujourd'hui encore. Et puis, les luttes d'influence soviétique, l'Union soviétique essaime parce que l'ambition du Parti communiste soviétique, c'est de créer non pas une Union soviétique là-bas, mais c'est de faire de sorte que la planète entière soit une Union soviétique. Et donc, le Parti communiste soviétique et le KGB ont des plans et essaiment et ont des plans d'influence partout dans le monde, en Amérique latine, en Asie, en Afrique et donc en Éthiopie. Et c'est le colonel Mengistu qui est aidé par les soviétiques pour prendre le pouvoir contre Haïlé Sélassié
en 73-74, et c'est la Révolution. Donc, à ce moment-là, moi, je crois que je vais être en CP ou en CE1. Ma mère est institutrice, mon père est prof. On est tous dans cette enceinte du lycée français à Addis Abeba. Et puis, tout d'un coup, c'est vraiment un truc de film. On entend une clameur dans les classes et on voit que monte, et c'était une avenue qui, voilà, un peu en altitude, monte dans cette avenue des gens qui sont emportés par Mengistu et qui prennent le pouvoir et qui se dirigent vers le palais. Et puis, donc nous, on ne peut plus sortir. On est barricadés dans le lycée. On reste 3 jours dans le lycée français avec tous les élèves. Et puis voilà. Puis ensuite, nous, on a été évacués vers l'ambassade de France. Et tout le reste, j'en sais rien. J'étais petite. Ce que je sais, c'est que j'ai des camarades qui étaient éthiopiennes et dont les parents ont été fusillés. Enfin, c'est tout le truc de la Révolution. Voilà, on reste là 6 ans. Ma petite sœur naît. Oui, je vous l'ai dit déjà, pardon. Et puis ensuite, on va au Maroc où on vit pendant 6 ans. Et je reviens à Paris en 1981, en septembre 1981. J'ai 17 ans et je suis en terminale et je passe mon bac à ce moment-là. Alors, tu veux que je continue? Mais non, il faut que tu aies un peu de... Non, mais garde le micro. Non. Parce qu'en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est quel rêve tu avais à ce moment-là, quel job tu avais envie de faire et qu'est-ce que tu as choisi de faire? En fait, à ce moment-là, en vrai, j'ai pas de rêve parce que je suis un peu trimballée dans toutes ces histoires. C'est quand même très compliqué. C'est une histoire un peu chaotique. Mes parents, avec ce que je décris parce que chaque famille a ses soucis. Mais je pense que ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que ce sont des soucis qui sont des soucis aussi de mélange de civilisation, du fait de subir la colonisation, d'être en exil permanent, d'être obligé de partir avec la confrontation entre ma mère qui idéalise un petit peu le Vietnam, l'Inde, mon père qui essaie de s'accrocher, d'être français parce que au fond cette civilisation asiatique, indienne, ça l'avait fait souffrir. Et ils trouvent pas leur marque, ni l'un ni l'autre. Donc moi, en fait, je subis un petit peu, je suis un peu ballottée au fil des voyages, mais peut-être ma force, c'est que j'aime les camarades, j'aime bien l'école, j'aime bien écouter des histoires, etc., et que je me fais des copains. Et partout où je vais, je préfère en fait ne pas être à la maison, je préfère être en classe. Je préfère avoir des copains et aller dormir chez les copains, chez les copines. La chance que j'ai, c'est que les copains et les copines, peut-être, avaient... je sais pas. Voilà, j'ai eu des copains et des copines. Et quand j'arrive donc à Paris au moment de passer mon bac, en vrai, le vrai fait marquant, c'est que mon père, tout d'un coup, il revient à Paris, il revient à zéro, là où il avait commencé... Et il a été alcoolique. Non, aussi, bien sûr, tu vois, l'amnésie totale, je ne l'ai pas dit. En fait, il est alcoolique, toute cette souffrance fait que c'est un gros alcoolique. Et moi, mon truc, c'est que je dois résister à ce que je vois à la maison, de l'alcoolisme, de ma mère qui est malheureuse, de lui qui est malheureux aussi. Et quand il revient à Paris, il tient pas le coup. Il est envoyé dans un hôpital psychiatrique voilà. Et l'hôpital psychiatrique est un hôpital qui est juste à côté d'une voie ferrée. Et le 23 décembre, il se jette sous un train. Donc là, moi, je suis en terminale. Et ma petite sœur, elle est toute petite. Elle est en 6e, je crois. Et je me retrouve du jour au lendemain avec une mère qui était en morceaux et et en fait, je deviens le chef de famille et je suis obligée de les tenir toutes les deux à bout de bras. Ma petite sœur fait tentative de suicide sur tentative de suicide. Je passe ma vie à aller la chercher
à l'hôpital parce que ma mère veut plus aller la chercher, etc. Bref, c'est comme ça. Et en tout cas, il y avait le père d'une de ma copine au Maroc qui me dit, écoute, voilà, c'est toi maintenant, tu dois montrer la voie, tu dois. Et c'est un peu comme ça que j'ai. Mais je crois aussi que je me suis très bien entendue avec mon père quand j'étais petite, que ça m'a donné une force, quelque chose, et que j'ai toujours gardé ça en moi. Et c'est ce qui m'a fait avancer. Et quand j'étais petite, je voulais être médecin, mais bon, voilà. Après, j'étais nulle, vraiment nullissime en maths. Mais j'étais assez mauvaise en classe, je dois vous dire aussi. Je détestais ça. J'aimais l'école, apprendre, mais après, quand je suis arrivée en terminale, j'ai eu un peu ce... Bref, j'ai pas été très bonne. J'ai eu mon bac ric-rac. Et là, je voulais aller à Penningen. Je sais pas comment j'avais entendu parler de ça, parce que j'ai des copains de lycée qui allaient. Et j'étais très douée en dessin. J'avais, pendant toute ma scolarité, fait beaucoup de peinture, de dessin, etc. Mais ma mère me dit, écoute, il faut absolument que tu gagnes de l'argent assez vite. Tu vas faire ça, ça, ça. Bon, ce qu'elle me propose, ça me plaît pas trop. Et je dis, bon, je vais étudier le droit. Et puis en droit, je deviens très bonne. Je suis pas très bonne en droit civil. Je suis pas bonne en droit des sociétés. Je suis pas bonne en finances publiques. Je déteste ça. Mais il y a un truc et un jour, ça c'est une rencontre. En 3e année en licence, j'ai un prof de droit international public que j'adore. Et c'est génial et ça me passionne. Voilà, les relations entre les États. Et en plus, ça me raconte quelque chose parce qu'il m'était resté quelque chose des zones de conflit en Éthiopie, de la guerre au Vietnam. Quand on était au Maroc, il y a eu des émeutes. Et là, ça me parle. Ça me parle. Et donc, les relations entre les États, les conflits. Et je deviens très bonne en droit international public. Tout d'un coup, je réalise que, ben oui, que je suis très bonne, que j'ai des trucs... ça remonte un peu et je les formule en apprenant la méthode de la rédaction d'une dissertation de droit et tout ça. Et puis, je m'inscris en même temps. Je commence à former le projet, là, de la diplomatie, ou en tout cas, parce qu'en droit international public, on apprend aussi les Nations Unies. On apprend la Charte des Nations Unies de 1945, comment après les deux guerres, et surtout la Grande Guerre, la Deuxième Grande Guerre, on décide que les États doivent coexister pour la paix et la sécurité dans le monde. Voilà. Donc je décide que soit je travaillerai à l'ONU, soit je serai diplomate. Et puis voilà, j'avance un petit peu, et je finis par faire des stages. Là, j'ai mes diplômes, par faire des stages, et je fais un stage à Paris au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Je fais mon mémoire de droit de DEA. À l'époque, je ne sais pas si on appelle ça comme ça maintenant, mais c'est Master 2, sur les réfugiés, la gestion des flux de réfugiés dans l'Union européenne. Et puis, on me propose à ce moment-là un poste au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Bangkok, au bureau du HCR à Bangkok, avec l'envoyé spécial des Nations Unies pour la paix au Cambodge. Et donc là, j'ai mon premier job. Je me rappelle plus. Je dois avoir 24 ou 25, 26, je sais pas. C'est en tout cas en 1989. Je vous laisse faire le calcul. Et donc, alors là, c'est vrai que pour moi, c'est un truc de fou parce que je suis recrutée aux Nations Unies, on me donne mon laissez-passer bleu pâle. Et là, je me suis dit, c'est bon, j'arrive à quelque chose et je débarque à Bangkok. Et c'est un job hyper intéressant. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, j'ai cette passion, je fais des choses passionnantes et c'est tout. Et après, tout le reste de la vie, ça a été... C'est jamais toi qui a décidé à un moment donné, c'est que tu t'es laissé porter d'un job à un autre. Après, tu es rentré chez Xavier Emmanuelli
conseillère pour les affaires internationales au cabinet du secrétaire d'État à l'action humanitaire d'urgence. Où tu te retrouves avec des énarques et des militaires, si je me gourre pas. C'est une succession de rencontres. Ça se passe comment tes jobs? Ouais, alors, donc du coup, le job au HCR, donc au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Bangkok. Donc c'est une chance, mais c'est que j'avais fait ce stage, j'avais été passionnée et le hasard a fait que j'ai cherché à être recrutée. J'ai été recrutée. Ils me disent est-ce que vous voulez aller à Bangkok? J'y vais. Et là, j'ai été la seule francophone dans ma tranche d'âge et il fallait notamment, c'était le moment des accords de paix au Cambodge. Et il y avait l'envoyé spécial pour la paix au Cambodge. On est en 1989. Je reprends un petit peu 360 aussi, si ça vous va. Oui. À ce moment-là, donc ce dont je parlais, l'influence soviétique dans le monde, etc., ça s'était aussi, bien sûr, matérialisé en Asie du Sud-Est. Donc moi, quand je nais au Vietnam, etc., c'est la guerre du Vietnam et c'est vraiment ça. C'est un truc entre l'Est et l'Ouest, les Américains qui sont combattus par Ho Chi Minh, les communistes soutenus par les Soviétiques. Et ça, c'était la même chose dans toute l'Asie du Sud-Est. Donc il y avait Vietnam, Laos, il y avait exactement les mêmes régimes et les mêmes luttes de régime. De toute façon, ils se connectaient tous. Et au Cambodge, c'est pareil, on a le roi Sihanouk. Et puis, les Khmers rouges qui sont soutenus par les Chinois et les Vietnamiens pro-soviétiques qui se mêlent aussi de tout ce truc. Donc, tout ça est très, très, très compliqué. Ils se font la guerre. Il y a les massacres de 4 millions de Cambodgiens sous les Khmers rouges de 75 à 79. Et puis, on a essayé de parrainer une paix entre toutes les factions au conflit au Cambodge. Et ça, c'est mon job. Enfin, j'arrive sur ce dossier-là en 89 à Bangkok. Et je suis la seule francophone dans l'équipe de mon âge. Et on me dit, alors, tu es la seule francophone. Les Khmers rouges ne parlent que français, ils ne parlent pas anglais. Donc, donc, je suis dans l'équipe de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la paix au Cambodge, qui va négocier avec les Khmers rouges. Et voilà, bon, je résume un petit peu, mais il y a eu un moment où la paix est signée. Et les Khmers rouges disent que... on décide de rapatrier les 300 000 réfugiés cambodgiens dans leur pays d'origine, au Cambodge, parce qu'on va organiser des élections là-bas, etc. Et c'était des camps de factions, c'est-à-dire que chaque parti politique avait ses propres réfugiés. Les Khmers rouges avaient leurs propres réfugiés. Et moi, parce que j'étais francophone et parce que les Khmers rouges ne parlaient que français, j'avais été assignée au camp Khmer rouge. Et on se rend compte que les Khmers rouges... avant la mise en œuvre de l'accord de paix, les élections, le retour des réfugiés organisé dans un cadre par les Nations Unies dans un cadre de retour, et avant les élections, ils disent on va tous les envoyer dans nos zones de force, comme ça ils vont voter pour nous et comme ça on va arriver au pouvoir. Et nous, notre job à l'ONU, c'est de faire de sorte que chacun puisse voter librement, aller où il veut. Et dans les camps, donc on m'envoie, moi, j'avais 25, 26, et on dit tu vas surveiller les rapatriements forcés, il faut éviter les rapatriements forcés. Et donc là, de toute façon, c'est un maelstrom de CIA, de KGB, de machin, de tout le truc. Et j'étais donc toute seule dans les camps de réfugiés Khmer rouge, dans ma petite cahute en bambou, et on devait faire des rondes de nuit. Toute la nuit, toutes les 2 heures, pour éviter les rapatriements forcés. Donc, je montais dans un pick-up avec les militaires Thaïs à ma droite, parce que c'était en Thaïlande et c'était les Thaïs qui assuraient la sécurité, et les militaires Khmer rouges à ma gauche, tous armés jusqu'aux dents. Et on faisait le tour du camp, parce que au bout du camp, c'était le Cambodge. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est que la nuit,
ils allaient dans les maisons des gens et ils les forçaient à rentrer au Cambodge dans leur zone. Et donc j'étais censée sortir du pick-up et dire arrêtez, arrêtez, vous ne passez pas. Non, mais en fait c'était une mesure dissuasive et donc le fait que les pick-up passent et d'avoir engagé les Khmers rouges avec les Nations Unies à empêcher ces rapatriements forcés, du coup ils étaient un peu... Bon bref. Donc voilà. Au bout d'un moment, Et donc ça, je rencontre, voilà, au bout d'un moment, et je rentre. Et je suis recrutée parce que je veux rester un petit peu à Paris, au cabinet du secrétaire d'État pour l'action humanitaire d'urgence, qui était Xavier Emmanuelli. Et c'est vrai que là, je me retrouve dans un milieu de militaires, d'énarques, de ceci, de cela, la petite indienne, d'hommes. Mais en fait, je sais, vraiment, je dois vous avouer que je sais, ça dépend vraiment de ce qu'on a en soi et de la confiance qu'on a en soi. Et c'est ça qu'il faut avoir. C'est que ma petite sœur, elle a toujours souffert d'être marron, d'être différente. Et moi, je sais pas pourquoi, je me suis dit, non, je me suis même rien dit. C'est comme ça. J'y suis allée, j'ai pris ma vie comme elle venait, ou voilà, et voilà, ni femme, ni homme, ni je sais pas quoi, ni marron, et j'y suis allée. Et ensuite, j'ai été, il a fallu après, ouais, vas-y. Après, il y a l'Afghanistan, tu t'arrêtes pas. Avant ça, après, oui, je vais à l'OTAN. Je suis recrutée à l'OTAN, et donc là, l'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et là, pour le coup, c'est vraiment militaire, militaire à la retraite, des États-Unis à la France, en passant par l'Allemagne et tout ça. Il a vraiment, vraiment... Et comme mon caractère s'affirme, donc j'étais l'emmerdeuse, je les emmerdais vraiment, ils étaient exaspérés parce que... et pour le coup, c'est là que je pense aussi que peut-être mes souffrances d'enfance et de jeunesse rejaillissent, parce que je crois que dans le commerce, avec tous ces gens qui sont policés, les énarques, les militaires et tout ça qui agissent, mais même s'il n'y a pas de femmes énarques dans mon entourage à ce moment-là, il fallait être un peu... Et moi, parfois, je peux pas supporter l'hypocrisie de ces gens, leur côté... comment on dit, pas soumis, mais très discipliné, etc. Ça m'exaspère et je me mets pas mal en colère. Je suis assez agressive. Mais ça... Bon, je finis mon job à l'OTAN et puis ensuite, je suis recrutée au ministère de la Défense en France parce qu'avec ces expériences dans des zones de conflit, avec des opérations à l'OTAN, etc. Et je suis en charge des opérations de gestion de crise au sein de ce qu'on appelle la direction des affaires politiques du ministère de la Défense. Et là, pareil, alors, les militaires sont exaspérés par moi, vraiment, parce que je me tais pas, je dis les choses. Encore une fois, je suis assez rentre dedans. Et on m'appelle et je m'occupais, je suis devenue chef du bureau de la politique européenne, et c'est au moment où on lance la défense européenne. On voit qu'aujourd'hui c'est toujours pas très 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 solide et très concret, mais c'est le début. C'est en 1998, un sommet franco-britannique de Saint-Malo, et on lance la défense européenne. Et donc je crois qu'il y a aussi un besoin pour moi d'exprimer avec tout ce que j'ai comme énergie accumulée, mais qui trouve à se matérialiser dans ces jobs-là. Et comme les militaires n'aiment pas l'Europe, ils trouvent que l'Europe, oh là là, c'est vraiment un truc de nana. Ce qui est bien, c'est l'OTAN, justement, c'est de travailler avec les militaires américains, parce qu'il n'y a qu'eux qui savent... Ce sont les militaires américains et les militaires anglais qui savent faire la guerre. Tout le reste, c'est des mauviettes. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous veut, celle-là, avec sa défense européenne ?
Donc on m'appelle le pitbull de la défense européenne ou la passionnariat de la défense européenne. Bon, voilà. Et puis ensuite, j'ai été recrutée au Quai d'Orsay. Je suis restée 6 ans là à la Défense et au Quai d'Orsay. Et là, je suis recrutée comme sous-directrice d'Asie méridionale, où j'ai donc l'Asie méridionale, c'est l'Asie du Sud, c'est Inde, Afghanistan, Pakistan, Népal, Bangladesh, Bhoutan, Maldives, Sri Lanka. Donc c'est mon empire. C'est mon empire. Et j'ai de la chance parce que là, mon directeur, c'est un non-énarque aussi. Mais parce que pour entrer au Quai d'Orsay, il y a il y a plusieurs types de recrutement. Il y a soit l'ENA, soit ce qu'on appelle le concours d'Orient avec une langue orientale. Et mon directeur, c'est un Sinisant. Un Sinisant qui parle chinois et qui maîtrise le chinois et qui connaît la civilisation chinoise. Et c'est lui qui me recrute parce qu'il n'est pas énarque et il dit il y a les énarques qui s'occupent des affaires stratégiques au Quai d'Orsay, on les appelle la secte. Et là, il me dit ici, c'est la pagode, Véronique. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est être énarque? Alors. Oui, non, mais. Alors, donc l'ENA, mais non, ça n'existera plus un jour, mais. Alors, l'ENA, c'est l'École nationale d'administration et c'est ce qui constitue en fait la haute fonction publique française. Et les ministères sont gérés et remplis par. Voilà, pas remplis, mais oui, gérés. Et l'administration, la haute administration publique est constituée plutôt d'énarques et de gens qui ont passé des concours de la fonction publique. Vous avez, en tout cas, je vous le dis, si vous n'en avez pas entendu parler, le président Macron, lui-même énarque, trouve que les énarques, je sais pas, en tout cas, ça lui plaît pas, et donc il a décidé de casser ce type de formation. Il considère que la haute fonction publique doit être beaucoup plus connaître beaucoup plus tout ce qui se passe sur le terrain, dans la société civile et tout ça. Moi, bref, ça c'est un autre débat, on n'est pas là pour parler de ça. Parce que peut-être un jour on n'en parlera plus, mais c'est toujours quand même. Voilà, mais là c'est la haute fonction publique. Et voilà, donc et c'est comme ça petit à petit que j'ai fait. Moi, j'étais donc ni énarque, j'ai pas passé de concours de la fonction publique parce que la vie m'a emmenée sur d'autres chemins. Mais je suis finalement intégrée, ce qu'on appelle intégrée dans la haute fonction publique. Je deviens un membre de la diplomatie française après ce séjour sur l'Asie méridionale. Et c'est comme ça que je suis aujourd'hui. C'est mon 2e poste d'ambassadrice et je suis ambassadrice de France à l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Pardon, mais tu as sauté quelques étapes et dans les nombreux postes que tu as occupés, moi, il y en a un qui m'a bien fait marrer. C'est qu'à un moment donné, tu t'es occupé de piraterie maritime. Piraterie maritime. Donc déjà, il faut là, vous la voyez en dame respectable, mais elle, ce qu'elle aime, c'est être sur le terrain de la guerre avec son gilet pare-balles, partir en hélico sur le terrain. Mais à un moment donné, tu t'es occupé de piraterie maritime. J'ai l'impression que c'est très marrant et que c'est bien d'en parler un peu. Mais peut-être avant, parce qu'avant les pirates, j'ai les talibans. Parce que j'ai eu les Khmers rouges. C'est complètement d'actualité. J'ai eu les talibans aussi. Parce que quand je suis sous-directrice d'Asie méridionale, c'est le moment où les talibans sont arrivés en Afghanistan en 96. En 2001, ils font péter les Bouddhas de Bamiyan et les tours. Et c'est là qu'on a tout l'engagement des Nations Unies, des États-Unis contre ce qu'ils appellent l'axe du mal, qui est Corée du Nord, Irak, Afghanistan. Et ils lancent l'opération en Afghanistan.
Et moi, je prends le job de sous-directrice d'Asie méridionale en 2012. Et à ce moment-là, il y a eu les militaires de toutes les nationalités occupent l'Afghanistan contre les talibans, éjectent les talibans et gèrent l'Afghanistan. Bref, et tout ça, c'est un peu... l'idée, c'est pas de faire de l'Afghanistan un protectorat occidental, mais de rendre l'Afghanistan aux Afghans et de le rendre l'Afghanistan aux Afghans un Afghanistan en paix. Mais la paix entre les Afghans, ça signifie faire de sorte que toutes les ethnies afghanes, les Pashtuns, les Tadjiks, les Ouzbeks, les Hazaras et les différentes factions politiques, dont les talibans, parlent ensemble et signent un accord de paix et gèrent le pays eux-mêmes. Mais les Américains et la communauté internationale a décidé de mettre les talibans au banc de la société internationale, ce qui est complètement légitime et compréhensible. Et nous, on est un certain nombre, deux, moi sous-directrice Asie méridionale, un copain de la DGSE et un autre du ministère de la Défense. Et on se dit que l'occupation militaire du pays ne peut pas durer éternellement, qu'il faut vraiment trouver un accord civil. Mais que cet accord civil, il ne peut se faire qu'avec aussi les talibans, parce qu'ils représentent malheureusement une partie importante de la population. Et donc, me voilà... Bon, déjà, il faut obtenir l'autorisation de l'Élysée, de ceci, de cela. Donc ça, c'est à nouveau des discussions avec que des mecs. Je suis la seule bonne femme là-dedans. Et puis finalement, celui qui m'avait recruté, le Sinizan, le chef de la pagode, lui, il devient conseiller diplomatique de Hollande. Et à la place, on recrute une directrice d'Asie qui était une espèce de vieille diplomate pétocharde, vraiment, mais c'était horrible. Et donc, voilà, comment est-ce que je fais pour parler aux uns et aux autres? Finalement, on a l'autorisation de faire notre dialogue avec les talibans. Et me voilà, prenant l'avion, arrivant à Kaboul. Et on a des contacts avec les talibans et on les fait venir aussi. On fait des séquences. Bref, voilà, j'ai parlé pas mal. L'anecdote à retenir, c'est que quand ils m'ont vu débarquer dans la salle, je ne sais pas si vous vous souvenez dans Tintin au pays de l'or noir, on voit les Dupont et les Dupont qui arrivent et les femmes arabes qui se cachent sous leur voile. Ben moi, là, c'est moi, Dupont, et les femmes arabes sont les mollahs qui sont en face de moi, qui se tournent la tête parce qu'ils ne veulent pas avoir une femme. C'est pas possible. Et donc, qu'est-ce que cette bonne femme vient faire ? À leur apprendre, à favoriser le dialogue entre eux. Juste, ils comprennent pas du tout. Puis bon, après, de toute façon, moi, je me marre un peu, mais je fais semblant de pas voir. Et puis, on travaille. Et la dernière session, c'était une session juste avant Noël. Et avec mon mari et mes enfants, on part en vacances et on se retrouve à l'aéroport avec les mollahs. Et là, ils voient un mari. Ils se sont dit, waouh, elle a un mari. Et ils m'ont plus parlé. Ils sont allés parler à mon mari. Et moi, j'existais plus. Donc voilà, c'est un petit... ça, c'était les talibans. Et après, la lutte contre la piraterie maritime, oui, c'était un job. C'est au moment en 2008... Vous avez dû, je ne sais pas si vous avez entendu, mais dans le golfe d'Aden, les Somaliens, qui est un pays malheureusement et encore aujourd'hui dans une situation de misère totale et absolue, ils vivent comme ils peuvent. Et puis, il y a toujours dans ce genre de société où on vit comme on peut, certains qui exploitent les autres. Et donc, il y a des pirates, des gros commanditaires de la piraterie qui arraisonnent des bateaux, des cargos, des bateaux avec des particuliers. Et donc, la communauté internationale décide de créer chaque pays un poste d'ambassadeur chargé de la lutte contre la piraterie maritime. Et donc, voilà, je me suis baladée dans le golfe d'Aden et puis après dans le golfe de Guinée, parce qu'il y avait aussi beaucoup de pirates là-bas, pour essayer de traiter la question des pirates. Peut-être l'anecdote là, s'il faut raconter une anecdote à chaque fois.
C'est que quand j'ai pris ce poste-là, donc c'est le poste que j'ai pris après avoir travaillé avec les talibans. Et là, les types de la DGSE me disent « Ah, formidable, c'est toi qui prends le poste. Alors, on a un truc à te proposer. On a une coopération avec les services belges. Et ils veulent arrêter le commanditaire des pirates. Ce commanditaire des pirates aime beaucoup le cinéma. On va l'inviter au festival de Cannes. Il faudrait que tu ailles dîner avec lui. Parce que lui, c'était mon homologue somalien. En fait, il était le commanditaire de la piraterie, mais il était aussi l'ambassadeur de Somalie pour la lutte contre la piraterie maritime. Mais voilà, j'ai pas eu l'autorisation du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères pour aller dîner avec lui. Ça s'est arrêté là. Voilà. Après, en 2015, tu es devenue ministre plénipotentiaire. Oui, c'est un titre, un grade, voilà. C'est. Alors, la diplomatie française, mais c'est je suis un des derniers vestiges de cette diplomatie old-fashioned parce que le président Macron a décidé d'en faire autre chose. Quoi, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est fini, la diplomatie de grand-maman, parce que voilà, c'est moi, la grand-maman. Donc, on commence comme secrétaire des Affaires étrangères. Ensuite, on devient conseiller des Affaires étrangères. Ensuite, on devient conseiller hors classe. Et ensuite, on devient ministre plénipotentiaire. Et donc, il y a eu... moi, quand j'ai été recrutée directement comme ministre plénipotentiaire. Voilà. Et après, tu es partie à Vienne travailler à l'OCDE. Et là, c'était à nouveau des questions de guerre. Et là, donc, mon premier poste d'ambassadrice, c'est ambassadrice de France à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui est une organisation qui a été créée en 1975, précisément pour gérer cette question de la relation entre l'Est et l'Ouest, entre l'Union soviétique et le reste du monde. Et donc ça, au moment où j'arrive, c'est en 2015, c'est après la chute du mur, c'est après la dissolution de l'Union soviétique, c'est après la dissolution de l'ancienne Yougoslavie, c'est au moment où toutes les nouvelles républiques ont été créées. L'OSCE reste quand même en vie, est resté en vie et a eu comme mandat d'aider les nouvelles républiques issues de l'Union soviétique dissoute et de l'ex-Yougoslavie à créer leur système démocratique, c'est-à-dire la rédaction d'une constitution, l'adoption de lois électorales, l'organisation d'élections, etc. Donc, tous les attributs de la démocratie, ce qui a été mis en place dans un grand nombre de pays. Mais malheureusement, tout ça dure un certain temps et les indépendances donnent lieu à des guerres entre chacun de ces pays. Et on voit que la guerre entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui, c'est ça. Donc j'arrive en 2015 à l'OSCE et qui gère 4 conflits prolongés qui ont commencé au moment de la dissolution de l'Union soviétique en réalité, au moment de la déclaration de leur indépendance. C'est un conflit entre donc la Russie et l'Ukraine, la Russie et la Géorgie, la Moldavie et la Russie, et l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Vous avez peut-être entendu parler dans les médias de la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui est encore extrêmement sanglante, et puis la guerre entre la Russie et l'Ukraine, vous voyez. Et donc, voilà, j'ai pendant 4 ans traité ce sujet-là. Mais aujourd'hui, à l'UNESCO, ambassadrice de France, tu continues à gérer cette question-là, et en même temps, tu fais j'imagine, un espèce de grand écart parce que une autre partie de ton job, c'est de faire rentrer une partie du patrimoine français dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, comme par exemple récemment la ville de Nice tout entière. Donc c'est quoi maintenant ce job qui est aussi bien politique que patrimonial ? Alors,
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, donc UNESCO, c'est une organisation, on dit que c'est une organisation du système des Nations Unies. Les Nations Unies naissent en 1945 de la volonté des chefs d'État et de gouvernement qui les fondent et qui disent eh bien, ces guerres, cette Deuxième Guerre mondiale, il ne faut plus qu'elle se reproduise. Et donc, on crée le système des Nations Unies à New York, qui est fondé sur le maintien de la paix et de la stabilité dans le monde. Et puis, il décide qu'il y aura des organisations spécialisées. Par exemple, on a l'Organisation mondiale de la santé, dont on a beaucoup entendu parler avec la crise de la Covid. Il y a une organisation internationale du travail, parce qu'il faut faire coexister des systèmes de production et d'économie différents. Et puis, il y a l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. C'est l'Organisation des Nations Unies qui est en train de gérer aujourd'hui la question de la sortie des paquebots de blé des ports ukrainiens. Donc c'est cette organisation qui gère ça. Et puis, il y a l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, les sciences et la culture qui est mise en place parce que on considère que l'éducation et la culture des gens qui ont perpétré toutes ces guerres, cette grande guerre en 1945, sont des gens qui ignoraient tout des cultures des uns et des autres. Et donc l'idée de l'UNESCO, c'est promouvoir la connaissance des cultures des uns et des autres par les uns et les autres. Donc c'est un très beau et noble mandat. Le texte, l'acte constitutif de l'UNESCO est un très très beau texte, mais aujourd'hui, on voit qu'en réalité, la culture des uns et des autres, c'est utilisé contre les uns et les autres. Enfin, si on prend l'exemple de la Russie et de l'Ukraine, les Russes considèrent que les Ukrainiens empêchent les russophones de parler russe, et les Ukrainiens disent qu'on les a forcés à parler russe pendant toute leur vie et qu'en vérité, maintenant, ils veulent parler ukrainien. C'est un exemple. Donc, on gère tout ça. C'est une organisation qui inclut 193 États membres. Donc, on est 193 ambassadeurs. Chacun représente son pays. Et on s'appelle des délégués permanents parce que nous sommes nommés par nos pays pour représenter nos pays respectifs de manière permanente pendant le temps de notre poste, chaque jour, auprès de ces organisations. Ce qui est intéressant, pour un peu vous parler de choses que vous faites, vous, peut-être un peu dans Anti-Fashion, c'est que c'est une organisation qui en essayant de faire connaître la culture des uns et des autres aux uns et aux autres, et en protégeant les cultures des uns et des autres, a notamment, par exemple, une convention qui s'appelle la Convention sur le patrimoine culturel immatériel. Et là, il y a par exemple, des méthodes de broderie, des carnavals, des costumes, des recettes, etc., qui sont considérés comme des éléments de la culture des communautés et qui doivent être protégés parce que sinon, ils disparaissent. Et donc, je crois que ce que vous faites ici avec Anti-Fashion, avec Sophie, le travail de la mode, la photo, le travail sur les tissus, la connaissance que vous aurez peut-être avec Sophie du patrimoine de tissus qu'il y a dans la zone de Roubaix. Tout ça, c'est un élément hyper important que l'UNESCO essaie de protéger et faire de sorte que les gens soient fiers de leur culture, s'approprient leur culture et soient fiers d'eux. C'est ça le sujet. Mais je rebondis là-dessus parce que nous, souvent, dans ce qu'on anime, moi, ce que je répète sans arrêt, c'est que tout ce que vous faites, c'est un acte politique. Donc, le vêtement que vous portez, ce que vous avez dans votre assiette, le rapport avec votre voisin,
tout ça, c'est un acte politique. Et en fait, ça reprend ce que tu disais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va défendre des convictions, on va défendre un patrimoine, voilà, parce qu'il est précieux. Roubaix, effectivement, est une ville qui a eu... par son passé, voilà, qui était une ville incroyable, et encore, je pense que les bâtiments témoignent de la richesse, voilà, de ces briques et de ce que les industriels ont laissé. Donc ça, c'est précieux. C'est à vous aujourd'hui de le préserver, à voir comment, par les actions qu'on mène, par cette histoire aussi du textile, notamment autour des ateliers qu'on anime, et des ateliers photos qui sont mis en place avec Sophie et qui vont vous permettre, par moment donné, à un moment, d'immortaliser et en tout cas, de mettre la lumière sur cette ville. Et sur la dynamique qu'il y a, qui est tout sauf ce à quoi on croit et qu'on nous montre dans les médias. Voilà. Donc c'est une manière, on a un mini UNESCO en fait ici. Non, je plaisante. Mais... Non, mais c'est absolument. Je suis un peu prétentieuse, mais à notre tout petit niveau. Donc voilà. Non, mais en fait, à différentes échelles, en fait, on est tous responsables de l'endroit où on vit et de ce qu'on porte dans nos vies. C'est hyper important. Et donc, à vraiment un tout petit niveau, ça contribue de manière parallèle à ce qu'un jour, peut-être, Roubaix, alors je ne sais pas si on a le niveau de Nice, mais voilà, peut-être qu'il y a une partie de la ville qui pourrait être classée, je ne sais pas, j'en sais rien. En tout cas, il y a de très belles avenues. Je pourrais te les faire visiter à l'occasion. On a des poèmes même d'Arthur Rimbaud qui sont... n'est-ce pas, Bastien? Donc voilà, donc c'est hyper important. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce parcours qui est quand même assez chaotique à un moment donné, on peut l'appeler comme ça, parce que effectivement, tu as eu l'opportunité d'avoir une éducation, une scolarité que tes parents ont pu te donner, en tout cas, et t'apporter. Mais il y a eu un moment qui a été quand même un peu sombre. Et ce qui est, j'allais dire génial, hein, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est comment on se relève de ça. Comment est-ce qu'on en fait une force? Voilà. Je veux pas être toujours sur un côté misérabiliste où Roubaix c'est sombre, il y a de la misère et certains ont des vies compliquées, mais c'est une réalité dans la vie en général. Et ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que après les nuages, il y a toujours le soleil. Toujours, hein, je pense, ça passe, voilà. Et que de ces faiblesses, en tout cas de ces moments de vie compliqués, on peut en faire de vraies forces. Et je pense que Véronique, elle vient d'en témoigner. Donc, et c'est hyper important de comprendre ce parcours. Voilà, effectivement, il y a eu une parenthèse comme ça qui est sombre. Et comment est-ce que voilà, c'est quoi le déclic? Tu dis oui, il y a un prof, mais c'était déjà en bac+3. Donc, mais avant ça, tu avais quand même une force qui t'animait. Je veux dire, ton papa, je sais pas qui. Appris beaucoup de langues. Non. Enfin, je parlais français, anglais. Français, anglais. Mais le hindi, c'est à la fac. C'est après. Oui. Après. Oui, après, j'ai continué toute ma vie. Ça, c'est clair. Mais la question que tu poses, toi, Stéphanie, c'est... La rencontre, les rencontres. Oui, c'est ce que je dis, c'était l'école. L'école est un refuge. Bon, alors, est-ce que chacun doit trouver un refuge. D'abord, je crois que pour moi, honnêtement, ce que je dis à mes enfants, en tout cas, c'est l'éducation, c'est quelque chose... parce que là, on s'éduque les uns les autres. Vous éduquez les uns les autres avec Stéphanie, Sophie. Moi, j'apprends de vous. Là, j'espère que je vais arrêter de parler et qu'on va pouvoir parler ensemble. Et donc, c'est vraiment... Donc, l'éducation, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on éduque ses enfants? Mais ce que j'ai toujours dit à mes enfants, et donc moi, en plus, avec mon parcours chaotique, en tout cas, mon enfance chaotique, etc., quand j'ai eu mes enfants, j'étais un peu paumée. Je ne savais pas très bien quoi leur dire. Et je me suis dit, vous devez d'abord être gentil, avec vraiment pas de méchanceté, gentil avec les uns les autres, etc. Mais 2, personne ne vous fera jamais de cadeaux, parce que la vie ne fait pas de cadeaux. Et donc, vous ne devez pas vous attendre à ce que les autres soient gentils avec vous. Mais ça ne veut pas dire, on te colle une mornifle, tu tends l'autre joue, ça non. Mais être capable de se renforcer soi-même. Et 3, on ne peut compter que sur soi. La vie est une pute, la vie c'est dur, mais nous on est complètement con aussi parce que finalement on aime la vie et qu'on finit toujours par espérer et par surmonter les obstacles
Et voilà. Et on vit, on est vivant. Il faut être vivant. La vie, c'est vraiment utiliser les opportunités là où on les trouve. C'est un cadeau. C'est un Voilà. cadeau du ciel quand même. Bon, Se lever tous les jours. Ça, je sais pas. Ça, je dirais pas ça. Je dirais pas ça. Chacun son truc. Mais la vie est là. De toute façon, on n'a pas le choix. On doit vivre. Et donc, pour vivre, il faut. En anglais, on dit make the most out of it. Il faut saisir les opportunités là où elles sont. Il faut pas se dire j'ai pas ça et donc si j'étais comme si non, il y a un truc là on est là ensemble, on essaie de faire quelque chose ensemble, c'est ça. Et on construit, on tire la pelote, on construit à partir de ce qu'on a, c'est ça. Et être autonome, donc voilà, c'est les choses que je dis, être gentil, compter sur personne d'autre, être autonome. Et après construire prendre ce qui arrive, cette base. prendre ce qui arrive, Ouais. ce qui se passe sur notre chemin. Ça, c'est hyper important. Voilà.